Madame, Monsieur, bonjour à chacun et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les titres. Réception provisoire des équipements de transformation de soja en fromage ce jeudi 12 février 2026 à Dendikourey, un quartier de l'arrondissement central de la commune de Karimama, en présence des autorités communales, la communauté bénéficiaire et les responsables du projet COSO. Pendant ce temps, le monde entier commémore ce jour vendredi 13 février, la journée mondiale de la radio, une journée officialisée par l'UNESCO met en lumière l'importance des médias dans le monde entier. Et puis, selon le plan officiel d'installation des conseils communaux, publié après les élections communales du 11 janvier 2026, la cérémonie d'installation des conseillers communaux de Malanville est prévue pour ce vendredi 13 février 2026 à 14h. On en parle dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est là pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonjour. Les conseillers communaux de la commune de Malanville seront officiellement installés ce vendredi 13 février à 14h. La cérémonie marque l'entrée en fonction des élus communaux pour la nouvelle mandature conformément aux tests en vigueur sur la décentralisation au Bénin. Donc le nouveau maire de la commune de Malanville sera connu à partir de 14h. Rappelons que c'est le parti UPR qui prendra la rêne de la mairie avec 16 conseillers, tandis que le BR avec 13 conseillers. D'une information à une autre, depuis des années, chaque 14 février est célébrée la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux symbolisant l'amour romantique où couple et amis s'offrent des cadeaux, fleurs et mots doux. À l'approche de la Saint-Valentin, la préoccupation des démonstrations d'amour refait surface souvent, suivie d'une pression sociale et matérielle grandissante. Mais au fond, que représente vraiment cette fête? À la question répond Dr Frédéric Combieni. Il est socio-anthropologue à l'université de Parakou. Pour moi, la fête de Saint-Valentin est une fête comme les autres fêtes qui nous permet de rompre la monotonie de tous les jours. Mais la spécificité de cette commémoration, c'est une commémoration dite de l'amour. C'est la fête de l'amour. C'est la fête au cours de laquelle on manifeste nos sentiments, on confirme, on encourage et on renforce le lien qu'on a envers l'être choisi. Un petit geste symbolique, c'est important. Quand on demande d'aller au-delà de ses moyens, ce n'est plus de l'amour. Parce que l'amour ne fait pas mal. Pour aller au-delà de ses moyens, c'est un sacrifice hors norme qu'on demande aux donateurs. Ceux qui vont au-delà de leurs moyens, c'est autre chose sauf de l'amour. L'amour, ça ne fait pas mal. On pose un acte symbolique qui montre à l'autre qu'on se souvient de lui ou d'elle. L'amour ne se résume pas au prix d'un cadeau. Offrir peut être une belle façon d'exprimer ses sentiments, mais réduire l'attachement à une valeur matérielle, c'est oublier que l'essentiel se trouve ailleurs. Dans le respect, la présence et la sincérité, c'est ce que confirme le socio-anthropologue Dr Frédéric Combieni. L'amour, il est moribond, mais on n'a pas besoin des cadeaux de grande valeur pour montrer à l'autre qu'on a de l'estime pour lui. C'est le symbole qu'on met dans les gestes, dans les petits cadeaux. Ça peut être une image, une fleur de moindre valeur, mais qui impacte, qui agit, qui montre à l'autre que tel pense à moi. Ceux qui font des cadeaux de grande valeur, s'ils le font avec sincérité, c'est bon. Ça veut dire que pour eux, l'intérêt qu'ils portent à l'autre est vraiment important. Mais ce n'est pas lié. Il n'y a aucun lien entre la valeur des cadeaux et l'amour qu'on ressent. La preuve, des gens sont prêts à sacrifier leur vie pour un truc dans lequel ils ne se retrouvent pas du tout. Il y a trop d'hypocrisie dans ce monde, si bien que on essaye d'être simple. Quand c'est naturel, ça devient simple et que personne n'en souffre.
Pendant ce temps, ce 13 février, le monde célèbre la Journée mondiale de la radio, une date officialisée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de sa 36e conférence générale suite à une proposition de l'Espagne. Cette journée rend hommage à l'un des moyens de communication les plus anciens, mais aussi l'un des plus accessibles et influents au monde. À Malanville, une commune située à la frontière, les moyens de communication occupent une place stratégique dans la vie des populations. Suivez la réaction de quelques citoyens rencontrés. L'importance de la radio dans une localité favorise le développement d'une localité. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer forcément aller dans les locaux avant d'avoir l'information. Je ne vais pas parler de la désinformation. C'est vraiment une bonne chose et ça favorise vraiment l'émergence de la localité. C'est une journée qu'il faut célébrer parce que la radio, la télé et l'internet en général, tout ce que nous écoutons pour nous informer, sans ça, le monde n'est plus monde parce que ça nous sert beaucoup. Grâce à ça, on a l'information à temps. Tout ce qui se passe dans le monde, même si tu es chez toi à la maison, tu es au courant de tout. Avec notre portable, on a tout dedans. Nous avons la radio, la télé. Pour la radio, la télévision, vraiment, en ce qui concerne la commune de Malanville, c'est un moyen d'aider la population d'être informée automatiquement par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Chaque fois, la jeunesse et tout le monde accompagne les radios et la télévision pour pouvoir être informés au même niveau que la population. Que ce soit la radio, les réseaux sociaux et la télévision, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication qui nous permet de s'instruire, de s'informer de ce qui se passe, de l'actualité. Ça nous permet aussi de se faire entendre. Pour les citoyens de Malanville, les moyens de communication incarnent la voix du peuple, un levier de développement, puis un symbole d'ouverture sur le monde. À l'occasion de cette célébration, ces citoyens rencontrés laissent des messages à l'endroit des radios du monde entier. On l'écoute. Moi, je suis contre la désinformation. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à nos différentes autorités qui ne mettent pas la pression ou bien qui n'influencent pas nos journalistes en ce qui concerne la transmission des vraies informations. Sans la critique, il n'y a pas de développement. Parce qu'il faut critiquer pour que quand même les autorités puissent prendre conscience des différents problèmes que vivent ceux qui les ont élus au pouvoir. Nous allons demander seulement à ceux qui nous passent des informations fiables. Il faut qu'ils aillent au fond, qu'ils s'étendent plus dans des régions les plus reculées, dans les hameaux, pour aller nous sortir des informations vraiment réelles. Mon message que j'adresse à la radio et la télévision, c'est d'être très efficace par rapport à les informations et de récolter les informations fiables parce que c'est très important. Et pour au moins se mettre à la disposition des agents aussi dans de bonnes conditions pour que le travail soit bien fait. Un message, c'est de nous faire passer au fur et à mesure les informations, surtout sur l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Toujours dans la même veine, la radio joue un rôle multidimensionnel le plus accessible en matière d'information, d'éducation et de distraction sociale malgré l'influence du numérique et les réseaux sociaux au sein de nos communautés. Suivez l'analyse du Gaston Yamaro. Il est spécialiste en communication qui relève tout de même le niveau d'atteinte de nos radios à nos jours. On l'écoute. Le premier niveau, c'est celui de la proximité. La radio étant le média chaud, le plus accessible aux populations et surtout, si on va parler des radios de proximité, des radios communautaires et même des radios nationales, puisque on a une radio Bénin à l'Afia qui parle essentiellement les langues nationales. Donc cet aspect est un atout fondamental dans la vulgarisation des actions publiques parce que s'il était donné par exemple à l'État de traduire tous les documents, tous les programmes, les campagnes de vaccination et tout ça, si ça devait être centralisé pour les rendre accessibles aux populations, ça allait être assez difficile. Deuxième aspect, on voit très bien que la radio garde toujours la confiance des populations. Donc les populations connaissent les acteurs de ces radios et pour la plupart, les animateurs sont leurs voisins immédiats. Donc quand l'animateur explique une nouvelle mesure gouvernementale, par exemple, les auditeurs écoutent et ils peuvent même l'interpeller hors antenne, échanger avec lui. L'interactivité qui caractérise aussi les radios est un grand atout parce que grâce aux émissions interactives et aux débats radiophoniques, les radios ne font pas que diffuser l'information, mais les radios créent un espace de discussion.
Je l'avais annoncé en titre, la coopérative de Dendi Kourey, un quartier de l'arrondissement central de Karimama, a reçu ce jeudi 12 février 2026 les équipements de transformation de soja en fromage. C'était en présence des autorités communales, les responsables du projet Kozo et la communauté bénéficiaire. Soumana Abbas de la radio Imatono Kakei de Karimama y était. Voici son compte rendu. C'est à travers cette chanson la joie au cœur que les femmes bénéficiaires de la coopérative de Dendi Kourey de Karimama ont reçu ce jeudi 12 février 2026 les matériels de transformation de soja en fromage. Cette remise provisoire de matériel a connu la présence des autorités communales, les responsables du projet Kozo, du chef cellule communale ATDA à Karimama et la population. Tahirou Alimat est la secrétaire du bureau ADV Dendi Kourey. Nous sommes fiers du projet Kozo qui nous a donné les marmites, les plastiques, les bassines avec les bottes, les trucs là. Nous sommes fiers de notre coopérative. On va garder ça ensemble pour travailler, pour se sensibiliser, pour faire comprendre que ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la coopérative. On va travailler ensemble pour avancer et pour bénéficier de ça. Amadou Idriss El Fadel est le superviseur communal Kozo. C'est par rapport à la réception provisoire des équipements que Dendi Kourey avait identifié comme besoin prioritaire. Et donc, après la passation de marché, c'est aujourd'hui maintenant l'entrepreneur a amené les équipements. Donc, je rappelle que ces équipements sont des équipements pour la transformation de soja en fromage. Et c'est une coopérative de Dendi Kourey. Dendi Kourey qui est un village de l'arrondissement de Karimama et qui bénéficie de l'appui du projet Kozo. Et donc, dans la sous-composante S1-2B qui soutient les activités économiques des communautés et dans leur diagnostic, dans l'identification de leurs besoins, ils ont eu à exprimer comme activité qu'il faut soutenir. Et donc, c'est par rapport à cela que le projet alors a essayé de les appuyer afin que cette coopérative qui a bénéficié de ces équipements aujourd'hui puisse améliorer sa manière de travailler, sa capacité de production et faire le travail avec moins de difficultés. Il n'a pas manqué d'appeler les femmes bénéficiaires à un bon usage des matériels. Il faudrait qu'ils fassent un bon usage de ces équipements afin que ça puisse durer vraiment dans leurs mains et tel que les prédécesseurs ont eu à dire, afin aussi que à partir de ce peu qu'ils ont reçu aujourd'hui, qu'ils puissent encore s'acheter d'autres équipements plus modernes, plus performants que ceux-ci. Elo Savi est le CSEC ATDA Karimama. Je suis content d'être invité à cette séance de mise en place de matériel et équipements de transformation de soja en fromage au profit de l'ADV de Dendi Kourey. Le projet Kozo fait beaucoup pour la communauté de Karimama et je profite de l'occasion pour remercier l'UGP Kozo, mais également les animateurs superviseurs de Kozo, donc l'équipe d'animation de Kozo à Karimama. À vous les dames bénéficiaires de ces matériels et équipements aujourd'hui, je vous exhorte à en prendre soin. Prenez soin de ces matériels-là, car c'est en prenant soin de ça que d'autres projets, que ce soit en fait Kozo encore ou d'autres projets, pourront davantage vous soutenir, davantage vous appuyer. Quant au DDLP, il exhorte les femmes bénéficiaires à être dynamiques pour la bonne marche des activités. Je les remercie du début du processus à ce niveau. Mais de comprendre, c'est maintenant que le travail commence. De comprendre, c'est maintenant le plus dur va commencer. Maintenant, on a tout fait pour avoir la matière première. Après la matière première, maintenant, comment transformer. Après cette transformation, comment maintenir le matériel
pour que elle-même puisse acquérir d'autres matériels pour ajouter. Mais nous aussi, comme l'a dit le CSEC, nous-mêmes, on va les appuyer dans l'amélioration de leurs activités. S'il y a d'autres projets qui viennent, si elles sont très dynamiques, on peut les orienter vers eux. Bonkano Alimiyaou est le président ADV d'Andikouré. Un projet qui nous a offert des matériels du côté des fromages des femmes, groupement des femmes d'Andikouré. Et le projet c'est COSO. Donc c'est aujourd'hui qu'ils ont fait la réception provisoire. Et maintenant c'est de nos mains. À l'endroit des bénéficiaires, je tiens à ce qu'ils tiennent bon usage des matériels. Après ça, moi je souhaite encore plus, ces matériels amènent encore un autre matériel plus que ça. Et pour que encore le groupement soit un groupement de coalition, d'entente unie et pour qu'elles puissent travailler ensemble, main à main. Merci à vous, Soumana Abbas de la radio Imatunu Kakei de Karimama pour ce reportage. Juste après vous, nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On en vient à cette information. Les mains sont faites pour prendre et faire des activités dans le quotidien des hommes. Certaines personnes préfèrent faire usage et la main droite pour d'autres de la main gauche. Mais généralement, c'est la main droite qui est utilisée dans la pratique au sein de la société. Aussi, pourquoi les gauchers sont-ils rejetés ou mal vus de par l'utilisation de la main gauche? Suivez la réaction de quelques gauchers rencontrés. Je suis très content d'être gaucher parce que je suis né comme ça. Je ne peux pas changer. Seulement, c'est à l'école que mes amis élèves se moquent de moi. Mais je n'ai pas le choix. De toutes les façons, j'accepte tel que Dieu m'a mis. Et puis, je fais tout ce que les amis droits font. Les gens sont droités, moi je suis gaucher. C'est la seule différence. Sinon, on fait la même chose. C'est rien du tout pour moi parce que d'abord, je suis né avec ce sens. Je fonctionne souvent avec la main gauche et avec le pied gauche. C'est vrai que de mon enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge actuel, les parents ont voulu en quelque sorte, surtout dans mon bas âge, ils ont voulu à ce que j'écrive ou je manipule la main droite pour toute chose, mais ça n'a pas du tout été facile. Je me rappelle quand j'étais au C1, le fondé de notre établissement m'amenait à écrire obligatoirement avec la main droite, chose qui n'a pas été du tout facile. Et je fais exception pour certains cas, par exemple, pour prendre un repas avec la main, j'utilise la main droite parce qu'il est interdit de prendre un repas avec la main gauche en public. À des moments donnés, on me l'a interdit. On me dit, non, mais tu ne peux pas manger avec la main gauche. Qu'est-ce que tu fais? Donc, au fur et à mesure, je me suis habitué avec les répétitions. Je me formais moi-même à quand même savoir manipuler la main droite. Je me suis culpabilisé. Le fait d'être repoussé m'a mis hors de moi pour un temps parce que je me dis, mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Être négocié ne voudrait pas dire qu'on est forcément appelé à rester loin de celles et ceux qui manipulent la main droite. Pour le socio-anthropologue, le mal peut être parfois héréditaire ou biologique selon le cas. L'enfant est très souvent suivi et contraint à faire usage de la main que tout le monde utilise, la main droite, ce qui n'est pas mal en soi. Achille Kratos Sodigla, socio-anthropologue. Ce comportement, parfois observé chez les enfants, est biologique. Lorsque vous regardez, les médecins vont vous dire que c'est clinique, c'est médical et que cela, d'une manière ou d'une autre, est héréditaire. Qui fait que lorsqu'un enfant développe de telles pratiques, de tels comportements, de telles attitudes, ça veut dire qu'au lieu de commencer par écrire par la main droite, commencer par écrire par la main gauche, c'est que certainement soit la maman ou bien soit le papa, un membre de la famille est certainement gaucher. Et l'enfant qui, dans une forme de mimésie et voulant s'inscrire sur les pas de ce parent, l'a hérité d'un de ses parents, de sa maman, de son papa, de ses arrières. Vous voyez? Et donc biologiquement, c'est l'explication. Mais socialement, cela a des explications. Lorsqu'un enfant commence par écrire par la main gauche, dans nos sociétés, cela a des représentations en quelque sorte. Et c'est de ces représentations des discours portés sur cette attitude à l'enfant qui fait que certains parents se résignent à commencer par taper l'enfant. Les représentations font état de ce que l'enfant qui le fait, c'est-à-dire qu'il commence par écrire par la main gauche au lieu de la main droite, c'est que cet enfant est mal perçu, est mal vu. Et d'aucuns vont jusqu'à
jusqu'à dire que c'est un enfant en griffe sorcier et que normalement qu'un enfant doit commencer par écrire par la main droite. Et c'est ça qui fait que les parents, pour refuser cela à l'enfant, commencent par le taper parce que pour eux, les regards, les représentations, les discours portés sur un enfant qui commence par écrire par la main droite, main gauche, ces discours sont des discours négatifs. Le socio-anthropologue saisit l'occasion et invite les parents à laisser main libre aux enfants le choix de l'usage de la main voulue. Archil Gratos Sodigla, qu'on écoute. Si je dois conseiller les parents, j'ai demandé aux parents de laisser librement les enfants s'exprimer. Si l'enfant commence par écrire avec la main gauche, de laisser l'enfant. Il y a des enfants qui commencent par la main gauche, puis après, quand ils grandissent, ils laissent. Par contre, il y a des enfants qui commencent par la main gauche, vous voyez, mais l'expérience a prouvé dans la société que la plupart des personnes qui écrivent avec la main gauche, c'est des talents, c'est des génies. Ce qui participe un peu à déconstruire un peu pour ne pas tuer ce talent, pour ne pas tuer ce génie qui est en eux, laisser les enfants librement s'exprimer, conseiller aux parents de laisser librement les enfants s'exprimer parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Et de plus en plus, la société actuelle est plus récessive par rapport à ces pratiques, par rapport à ces comportements qui hier ne sont pas des pratiques acceptées et qui de plus en plus maintenant, ce n'est pas un problème aujourd'hui qu'un enfant écrive avec la main gauche. De plus en plus, c'est acceptable. C'est pour dire que ces discours négatifs portés sur l'enfant qui écrivent avec la main gauche hier, aujourd'hui, ces faits ne sont plus des faits réels. Autre volet de l'actualité, renforcer la résilience des populations, consolider la cohésion sociale et agir durablement dans les zones frontalières. C'est l'ambition du projet par site officiellement lancé ce lundi 9 février à Cotonou en présence de plusieurs cadres et partenaires. Un programme régional mis en œuvre par l'organisation Acting for Life est déployé au Bénin, au Burkina Faso et au Togo autour de l'agropastoralisme, de la formation et de l'insertion professionnelle, ainsi que des systèmes alimentaires et des écosystèmes. Les détails avec Spero à Onsino. Initiative à forte portée régionale, le projet par site ambitionne de répondre aux défis majeurs auxquels font face les communautés vivant le long des frontières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Les autorités administratives, les cadres techniques, les partenaires institutionnels et les acteurs communautaires ont massivement répondu présents à cette cérémonie de lancement, témoignant de l'importance stratégique de ce programme. Le contexte actuel nous appelle à avoir de tels projets pour pouvoir permettre à nos communautés de vivre en paix, de vaquer librement à leurs occupations. Au nom des maires de l'Atakora et de la Donga, je voudrais vraiment exprimer toute ma satisfaction. Remercier les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu accompagner ce projet en mettant leurs efforts pour l'aboutissement de ce projet. À travers Parsi, les acteurs du développement entendent renforcer la résilience des populations tout en consolidant le vivre ensemble et la cohésion sociale dans des zones souvent fragilisées par la précarité économique, les tensions communautaires et les effets du changement climatique. Le projet piloté par l'organisation humanitaire Acting for Life repose sur 4 axes d'intervention majeurs conçus pour agir de manière complémentaire et durable. Le projet par site s'inscrit totalement dans cette approche. Bon, premièrement, les appuis et les investissements concernent les 3 thématiques majeures sur les territoires d'intervention, en l'occurrence du par site, et nous travaillerons pour la mise en place et la consolidation de dispositifs similaires au Togo. On a un ensemble de partenaires dans le projet, dans le consortium. Nous, on va coordonner, mais c'est les acteurs eux-mêmes qui vont mettre en place ce projet. Il y a des partenaires locaux sur le terrain, les organisations de société civile. Il y a aussi les collectivités, les représentants des autorités déconcentrées et décentralisées au sein du projet. Le projet accorde une place centrale au renforcement de la cohésion intercommunautaire en favorisant le dialogue, la concertation et la coopération entre les populations transfrontalières. Une approche inclusive saluée par le représentant résident de l'Union européenne. Le PACIT, pour rappeler, les objectifs est de renforcer les capacités de résilience des populations des zones transfrontalières, donc Bénin, Togo, Burkina Faso, par une compréhension partagée des risques et vulnérabilités, une économie dynamique et diversifiée et une gestion durable de... Mise en œuvre sur une période de 42 mois, le projet par site mobilise un budget global de 10 millions d'euros, preuve de l'engagement des partenaires techniques et financiers en faveur du développement et de la stabilité dans la sous-région, se réjouit
le directeur général de l'ABGF. La réussite de ce projet dépendra de l'implication de tous ici présents, à savoir autorités locales et déconcentrées de l'État, les élus locaux, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les organisations communautaires. J'invite donc chacun, en ce qui le concerne, à s'approprier ce projet et à en faire un instrument de transformation positive de nos territoires transfrontaliers. Le projet par site se veut une réponse concrète et durable aux défis partagés par les territoires transfrontaliers avec l'ambition de bâtir des communautés plus résilientes, solidaires et tournées vers l'avenir. Un projet qui à terme pourrait servir de modèle de coopération régionale au service de la paix et du développement. Voilà, monsieur, on installe la revue de presse nationale de Lukman Orkio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Les nouveaux maires des communes du Bénin sont connus à partir de ce jour. C'est l'une des principales informations traitées ce vendredi par les journaux. Le Canard du Nord, le Matinal, Fraternité, La Boussole, Dabarou, Quotidien, L'Observateur, Le Soleil Bénin Info et Le Télégramme renseignent que le processus d'installation des conseils communaux démarre ce jour, vendredi 13 février, sur toute l'étendue du territoire national. C'est du 13 au 15 février, précise La Boussole qui dévoile le chronogramme complet par département. Pendant donc 3 jours, reprend Fraternité, les préfets de département auront la responsabilité d'installer les nouveaux conseillers élus lors des dernières élections communales dans les 117 communes du Bénin. Pour le quotidien, cette installation des maires et leurs adjoints va relancer la gouvernance locale. Le pays émergent souligne qu'il s'agit de la 5e mandature de l'aide de la décentralisation. Le télégramme se fait plus précis lorsque le journal révèle que le processus d'installation démarre aujourd'hui vendredi dans l'Atakora, le Borgo Alibori, Zou Colline, Ouémé Plateau et l'Atlantique littoral. Mais à Hoyogwe, commente le pays émergent, la tension monte autour de l'association de l'ancien maire syriaque Domingo. Tout compte fait quotidien, l'Observateur certifie que plusieurs conseils communaux seront installés ce vendredi. Qu'en est-il du gouvernement après la mise en place des organes de l'Assemblée nationale? La Nouvelle Tribune se demande si le gouvernement Talon sera bientôt remanié, parce que, constate aussi Fraternité, le gouvernement Talon se vide à 3 mois de la fin du mandat de Patrice Talon. En effet, s'explique mon confrère, les récentes élections législatives et communales ont emporté quelques têtes à d'autres missions républicaines. Il s'agit de 5 membres du gouvernement ayant sollicité des mandats électifs, écrit la publication. Talon et les 100 jours à venir, intérim au gouvernement ou remaniement technique, cogite le journal. En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa préoccupation, le potentiel ainsi dans le reste nous conduit dans les coulisses de la SRTB. L'année 2026 est visiblement mal partie pour certains agents de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB. En effet, à en croire la publication, hier jeudi 12 février, une réunion inhabituelle a eu lieu dans le studio A au sein même de la SRTB. L'objet de la réunion, la notification d'une mise à la retraite anticipée pour certains agents. Sur la liste rouge, 30 agents au moins sont concernés, rapporte le quotidien qui fait savoir que la stratégie de l'administration est d'envoyer une longue liste à la retraite anticipée par cohorte. Il serait au total 115 agents en fonction dans divers départements de la SRTB à être ciblés pour subir cette retraite forcée et prématurée, rapporte le Canard. Sans commentaire pour finir, le même journal, c'est-à-dire le potentiel, rapporte une violence physique dans une affaire d'amour. Bagarre pour femme, un policier et un civil se sont bagarrés pour une femme à Porto Novo. Les autres détails à lire dans les colonnes du journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver lundi prochain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été de notre compagnie. Je suis Zulki Lona à la présentation. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, Inoussa Karim. Bonsoir chez vous. C'était Souta Midi Magazine. Le rendez-vous